Et tu vas lui dire: «Alors ce rouge, ah mais là c'est le dernier, il est incroyable!» En fait, tu vas te rendre compte en rentrant chez toi que ce rouge-là, il est pas dans les nouvelles normes européennes, que tu as pas le droit d'utiliser. Tu as des gens qui respectent les règles du jeu, tu en as d'autres qui les respectent moins et c'est très, très fréquent. Est-ce que c'est une réaction à l'encre ou est-ce que c'est une réaction au non-soin? Ça malheureusement on pourra jamais vraiment le savoir. Ok. Je me souviens qu'au tout début, je disais l'important c'est le confort du client avant le mien. Et maintenant, je dis que l'important c'est que nous deux on soit sur une égalité parce que si moi finalement je suis pas confortable, et ben en fait je vais tenir moins longtemps déjà ta séance et c'est pareil pour la cliente. T'as quand même vu des personnes dans le milieu du tatouage qui respectent pas ces normes d'hygiène? Oh oui, oh oui. Puis c'est souvent dans des. Bonjour Marion. Bonjour Natacha. Aujourd'hui, on va parler de ton matériel et de ton poste de travail. C'est parti. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon sur le matériel que tu utilises? Donc au niveau du matériel, on va avoir pour préparer un bon poste de travail, pas déjà un poste de travail qu'on va appeler soit une desserte, soit une servante. Ensuite de ça, tu auras besoin d'avoir une table, comme une table de massage pour installer ton modèle dessus. Un tabouret pour toi, c'est mieux, sinon tu vas rester debout tout le long de la séance. Et puis après, donc, des instruments à usage unique qu'on va venir déposer sur cette fameuse desserte. Des outils comme ton dermographe pour tatouer par exemple, tes aiguilles. On va avoir besoin de matériel aussi pour stériliser les zones. Et c'est à peu près tout. C'est du matériel qui est spécifiquement pour le tatouage ou tu parles de la table de massage par exemple? C'est vraiment une table de massage ou c'est une table qui ressemble à une table de massage? C'est une table de massage, clairement, que tu peux acheter pour la pratique des massages, comme pour notre pratique à nous du tatouage. Et c'est la même depuis 10 ans. Et ben non, j'ai dû échanger puisqu'on a fait un petit trou de temps il y a 2 ans. On est très très délicate quand on revient de convention et puis ma meilleure amie et moi, on a un petit peu mis ça comme des brutes dans la voiture. Bon, on en parlera quand on parlera des conventions, du coup, sur C'est ça. des choses à pas faire sur les conventions. Ok, Ne pas coincer sa table de massage dans la porte de la voiture. on n'y pense pas forcément. Et non. T'as combien de machines déjà pour tatouer, toi? J'en ai une et une de secours entre autres. Mais avant ça, j'en avais plusieurs que j'utilisais pour différentes choses. Une pour tout ce qui va être la ligne, ce qu'on appelle nous les liners. Et une autre que j'utilisais pour les ombrages, qu'on appelle nous chez les tatoueurs du shade. Du coup, t'as le même setup. Tout le temps. N'importe quel projet, n'importe quelle couleur, par exemple. Dans mon style graphique à moi, oui. Parce qu'en fonction du style graphique que tu vas faire, tu n'auras pas forcément l'utilité de ma machine à moi, par exemple. Mhm. Donc potentiellement, tu as dû changer de machine au fur et à mesure de ton évolution. Je change régulièrement, je pense même quasi une fois par an, parce que déjà je travaille beaucoup et malheureusement mes machines, je dois avoir un petit malheur, mais je les tiens pas plus d'un an en général, elles sont vite fatiguées. Et puis c'est surtout que j'en utilise qu'une justement, c'est ce qu'on disait. Donc du coup je pense que le fait que j'en utilise qu'une, je force dessus et du coup voilà. Et que la technologie a aussi évolué. Tu peux donner une petite fourchette, alors on va dire juste pour la machine d'abord, et puis après pour le setup complet. Ah, c'est assez complexe à évaluer. Pourquoi? Parce que les machines, tu peux en trouver à 20 € sur Temu, comme tu peux en trouver à 1 500 € sur des sites professionnels, même 2 000 €. Il faut vraiment choisir sa machine en fonction de ton style graphique, aussi peut-être de ton expérience du tatouage, parce que si ça fait 2 semaines que tu tatoues et que tu es en train d'essayer sur des pamplemousses, par exemple, on va se dire que la machine qui est de moins bonne qualité sera peut-être très suffisante pour faire ça sur un pamplemousse. Par contre, quand tu as 10 ans d'expérience et que tu fais 10 heures de tatou par jour, là, tu as envie d'avoir une machine qualitative. Pourquoi? Parce que déjà, tu sais que potentiellement, tu vas aller soit plus vite, soit que tu vas peut-être moins léser la peau, parce qu'on a des machines qui sont quand même avec des technologies assez poussées. Maintenant, on en a qui sont sensibility dry, du coup, ça permet d'avoir une petite aide en plus de la part de ta machine pour moins léser la peau, ce qui fait aussi qu'il y a le coût de la machine. Mais du coup, en fonction de ce que tu vas faire, en fonction de ton expérience du tatouage et de ta pratique du tatouage, on va pas conseiller forcément les mêmes machines. Disons que je commence les tatouages. Je dis salut Marion, j'ai besoin d'une machine. Tu me proposes quoi comme budget, sachant que je suis vraiment au tout début, je veux juste voir si c'est quelque chose qui me correspond. Moi, je te conseille de pas du tout acheter de machine en fait. Ok. Je te conseille déjà de trouver un maître d'apprentissage
de travailler avec lui, de le voir lui évoluer dans le milieu. Souvent on fait ça, on prête nos machines aux apprentis, qu'ils la prennent en main, qu'ils voient si c'est quelque chose qui leur plaît, etc. Mais rarement on dit à la personne genre let's go, va t'acheter une machine. Moi je sais que quand j'ai débuté le tatouage, j'ai commis une grosse erreur, c'est que j'ai vraiment beaucoup travaillé pour payer ce setup de tatou que j'ai payé une fortune à l'époque. Et du coup en fait ces machines-là, je les ai achetées avec des angles, des machins, des caps, des trucs, des protections. Et en fait, sur tout ce setup, c'était pas du matériel qui me convenait parce que moi, je l'ai acheté en lisant des trucs, en disant ça, c'est la meilleure machine, prends ça, c'est incroyable. En fait, il se trouve que cette machine-ci était incroyable, mais pour mon amie qui fait du no traditionnel. Elle n'était pas du tout incroyable pour moi dans le style graphique que je voulais. Et du coup, j'ai appris avec cette machine, mais finalement, j'ai pas forcément bien appris non plus. Pourquoi? Parce que c'était pas une machine qui m'était adaptée. Ça va, mon chat, tu veux pas revenir avec moi là? Viens vite! Allez, viens faire un câlin, maman! Tu travailles qu'avec qu'une seule machine, du coup. Tu peux nous en dire plus sur cette machine? Du coup, oui, je travaille avec une seule machine, c'est une Bishop qui est en partenariat avec Critical, qui était une super marque d'alim, en tout cas quand j'ai commencé. Au tout début de mon activité, comme dit tout à l'heure, je travaillais avec des machines traditionnelles, donc qui demandaient une alimentation extérieure. À l'heure actuelle, je travaille avec une machine qui est rotative, donc en fait qui combine sur un petit format ta batterie, donc cette alimentation qui est critical, et puis le moteur qui est Bishop. Du coup. J'ai mon amie québécoise avec qui on fait souvent ça. L'une ou l'autre, on va tester des machines et elle va me dire ah waouh, par rapport à ton style graphique, ça c'est super. Ou alors avec ma meilleure amie qui a encore un autre style graphique. Qui travaille à Lyon, et bah du coup elle va me dire ah bah moi j'ai testé ça, ça peut être complètement intéressant pour toi, ou alors vraiment on n'utilise jamais ça parce que ça correspondra pas. T'as les traditionnels à bobine, t'as nos machines modernes qui sont rotatives. Majoritairement on utilise tous ces machines là actuellement pour plein de raisons, c'est que techniquement bah, c'est vrai qu'il y a une belle évolution. En plus de tout ça, au niveau de l'hygiène, c'est quand même beaucoup plus simple à nettoyer, beaucoup plus simple à protéger lors de notre séance de tatouage. Beaucoup de tatoueurs maintenant favorisent quand même la rotative, mais on a quand même d'autres tatoueurs qui sont soit traditionnalistes, ils aiment bien garder un peu ça parce que c'est vrai que esthétiquement cet objet il est quand même plus joli un peu dans son jus. Est-ce que pour un débutant, les rotatifs, c'est pas mieux parce que plus agile, plus... Effectivement, tu as une espèce de légèreté avec une rotative que tu n'auras pas avec une traditionnelle pour plein de raisons. C'est déjà le poids. On a des machines qui sont vraiment très légères en rotative. Et en plus, tu as une aisance supplémentaire, c'est que nos rotatives, là, actuellement, elles sont majoritairement sans fil. Chose, à ma connaissance, qui n'existe pas sur des traditionnels. Et du coup, en fait, tu as aussi l'aisance de ne pas avoir ce fameux fil que moi, je me souviens au début l'avoir et puis l'entourer à moitié autour de ton cou, tu étais à moitié en train de t'étrangler pendant que tu étais en train de tatouer parce que les câbles étaient beaucoup trop longs. Toi-même, est-ce que tu t'es déjà fait avoir par des promesses marketing de marques qui en fait ne sont pas à la hauteur? Ah oui, 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 moi je suis une spécialiste. Ça m'est arrivé une fois et après je me suis dit oui, t'es un petit peu naïf quand même, mais c'est mignon. Donc faut faire attention quand même. Oui, parce que le tatouage, ça s'est démocratisé. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand ça se démocratise? T'as quelqu'un qui vient derrière en te disant coucou. Quand les gens disent il y a de l'argent à se faire, ils vont peut-être essayer, entre guillemets, de te pigeonner si tu viens de débarquer. Je pense même, parce que c'est comme tout, hein, c'est des commerçants. Au niveau des aiguilles maintenant, C'est parti. il y a plusieurs types d'aiguilles. Effectivement, tu as plusieurs types d'aiguilles, puisque t'en as qui vont être dédiés vraiment au traditionnel, qui vont demander d'avoir une buse pour venir la mettre à l'intérieur, puis monter effectivement sur la machine traditionnelle. La rotative, on est sur des aiguilles qu'on appelle des cartouches qui vont venir s'imbriquer en fait dans notre pencil. Et puis du coup, c'est des aiguilles qui sont à usage unique. Hein. Donc voilà, tu les sors de ta petite boîte qui est stérile, tu les poses sur ton plan de travail. Et voilà, tu as un gain de temps assez fou aussi. Et petite question, pourquoi est-ce qu'il faut changer d'aiguille à chaque fois? On pourrait pas la restériliser? Économiquement parlant, ça n'a aucun intérêt à l'heure actuelle parce qu'il y a une perte de temps, parce que pour faire tout ça, c'est toutes des démarches qui sont très 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 longues. Il faut maîtriser ces démarches aussi, et ça, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc les gens qui stérilisent leur aiguille dans de l'eau chaude qui bout, non, C'est un peu limite. c'est
c'est un petit peu dérangeant. Alors qu'une cartouche, finalement, en fait, bah, tu la sors, tu l'utilises une fois sur ta cliente, tu la mets dans la dasserie dure. Et puis, c'est fini, tu en reprends une et c'est Ah, facile. ok. Et il y a quand même tout un schéma que tu fais pas qui est Et cool. le choix de ton aiguille, est-ce que ça va dépendre de ton style avec des règles qui sont très précises ou est-ce que c'est comme les machines, il faut que tu testes, il faut que tu regardes ce qui correspond à toi? C'est à peu près comme les machines. Moi, j'ai une aiguille, c'est ma préférée, on la touche pas. Et c'est celle-là, et j'ai un stock de 40 boîtes au cas où la fabrique coule, tu vois. Ok. On en est à peu près à ce stade-là parce que j'aime tellement cette aiguille, cette marque spécifiquement, que même si j'ai encore 10 boîtes d'avance, je vais en recommander 10 au cas où. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fonction des marques, en fait, tu peux avoir des grosses différences. C'est vrai, mon amour, moi aussi, je suis fatiguée. Hmm. Du coup, en fait, il faut vraiment tester plein d'aiguilles différentes. Et en plus de tout ça, là pour le coup, on va se le dire, c'est pas parce que tu vas prendre la plus chère que ça va être celle qui va te convenir. Et genre, il y a combien de marques d'aiguilles? Bah, alors là, Une fourchette, on parle de non, 50 marques, 100 marques? non, attends, je pourrais même pas te donner une. Pourquoi? Parce que déjà, t'as plein de marques. Je suis désolée de le dire, mais on est devenu une société de consommation telle que ça marche aussi pour les aiguilles. C'est-à-dire que t'as même un même fournisseur qui est capable d'avoir deux sous-marques, mais qui Hmm. vont te vendre la même marque, mais avec une couleur différente. Enfin, en vrai, je peux pas te dire 100, je peux pas te dire 200, parce que si ça se trouve, il y en a 3000 en fait. C'est la J'en sais même rien. chose que dire les paquets de gâteaux, en fait. C'est Tu ça. as différentes marques de gâteaux, tu as différents types de gâteaux, tu Mais as oui. des sous-marques des marques, Voilà, t'as la sous-marque de la sous-marque de la marque de l'Intermarché, du supermarché, pardon. des gens qui vont se copier, du Exact. coup, Donc du ok. coup, en fait, c'est vraiment pas possible. Donc la personne qui commence, il faut qu'elle fasse plusieurs tests pour voir l'aiguille qui lui correspond, C'est mais qu'elle ça. ne se dise pas, ah, celle-là, elle me va bien, mais je vais peut-être encore continuer. C'est Une fois ça. que tu as quelque chose qui correspond, que ça matche pour toi, il faut y aller. Prends ton maître d'apprentissage, il va te donner, il va te faire, on va dire qu'il va te présélectionner différentes marques. En général, on en revient à peu près tout le temps au même, hein. Il va te dire, bah là, il y a une dizaine de marques, il va te faire piocher là-dedans. Mais ça va vraiment dépendre de avec qui tu vas apprendre. C'est toujours la même chose. Alors finalement, j'ai l'impression que c'est quand même un mélange entre avoir le matériel en fonction de toi, en fonction de ce que tu as testé, en fonction de ce avec quoi tu es à l'aise, mais que quand même, il faut rester un petit peu ouvert aux nouveautés. Toujours. Et Ok. je pense que c'est comme tout, si tu as envie d'évoluer, il faut évoluer avec ton temps. Je pense qu'il faut prendre aussi deux choses, c'est que quand tu as 2 ans d'expérience ou quand on a 10, Ah. et ben en fait, à 10 ans d'expérience, tu vas pouvoir t'adapter. Moi, ça m'arrive des fois d'arriver chez ma bonne amie au Canada et elle, en fait, elle aura une aiguille que je vais tester et finalement, c'est là où je vais me dire genre, ah mais ça, c'est incroyable! En fait, c'était celle-là, mon aiguille porte-bonheur. Et du coup, je vais changer. Mais c'est souvent dans ce genre de circonstances qu'on va changer. Par contre, quand on vient de commencer et qu'on n'a pas une aisance à changer de matériel facilement, pourquoi? Parce qu'on est déjà un peu moins certain de notre gestuelle, etc. Bah forcément, de changer en plus d'aiguille, tu te mets une épine dans le pied. Et là encore, on en fait référence à la première vidéo, j'ai l'impression que ça va être la plus importante, qui est échanger avec d'autres personnes. Beaucoup. Je pense que c'est vraiment comme ça que tu peux apprendre. Parce que comme on l'a dit, vu que bah, du coup, il y a des personnes qui vont essayer de te vendre tout et n'importe quoi. Quand tu vas voir bah, mon ami au Québec et que je lui dis, bah, toi, est-ce que tu as vu une évolution, une nouveauté, un truc révolutionnaire dans notre pratique qui fait que bah, voilà, tu me la conseilles, etc. Elle va me dire quelque chose. Mais elle a aucun intérêt à me donner une mauvaise information. Pourquoi? Parce que je sais pas elle que je vais l'acheter le produit. Alors que si tu vas en convention, que tu arrives sur le stand du gars qui est là pour faire du business, hein, et tu vas lui dire alors ce rouge, ah, mais là c'est le dernier, il est incroyable. En fait, tu vas te rendre compte en rentrant chez toi que ce rouge-là, il n'est pas dans les nouvelles normes européennes, que tu n'as pas le droit d'utiliser, que finalement bah, il ne convient pas à ta technique. Pourquoi? Parce que il est plus ou moins épais. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui vont jouer. Donc à part en testant, en ayant des conseils de personnes de confiance, je pense que c'est comme dans tout dans la vie, te fie pas à n'importe quoi non plus, quoi. Attention au chant des sirènes sur votre matériel. Exact. Comment toi tu choisis tes encres aujourd'hui? Alors moi j'ai choisi bah, déjà en fonction des nouvelles, des normes en fait européennes qu'on doit absolument respecter à l'heure actuelle.
En fonction aussi de mon éthique personnelle par rapport à là où ça a été fabriqué, etc. Moi, mes encres, elles sont c'est en nickel, c'est en cobalt parce que c'est les nouvelles normes. Mais par contre, il y a d'autres tatoueurs qui vont dire ouais, mais en même temps, ton encre, on la connaît pas, nous. On la connaît depuis quelques années qu'elle est sur le marché, mais nous, notre encre qu'on utilise depuis 20 ans, on la connaît par cœur. On sait comment elle évolue et en soi, ils ont pas tort. C'est juste que moi, je suis quand même un peu team, si on nous a mis ces nouvelles normes, si on nous demande de faire certaines choses, c'est qu'il y a des vraies raisons derrière. Et que si j'ai un conseil à donner, c'est de respecter en fait les règles sanitaires qu'on nous a données, respecter du coup ces nouvelles normes européennes qui nous permettent quand même d'assurer à nos clients d'avoir des angles qui sont sans nickel, sans cobalt, etc. Et c'est quand même un peu mieux, non? Par contre, ne pas acheter vos angles sur... Sur Temu? Ah, on dit Temu. Je sais pas. Incroyable. Celui-là ou Amazon, enfin peu importe. Respecter, aller sur des sites qui sont dédiés aux professionnels, toujours demander l'avis à quelqu'un qui est expérimenté. Potentiellement, pourquoi pas se dire, écoute, je vais prendre un petit flacon pour tester, pas forcément partir déjà sur un énorme flacon. Alors attends, petit aparté, parce que en t'écoutant, j'ai l'impression que il y a certains tatoueurs qui tatouent avec des encres qui sont pas aux normes européennes. Bien sûr. Ça peut arriver. Ah, et c'est même, ça peut être fréquent même. Et c'est très très fréquent. Puis on peut Ok. le remarquer sur beaucoup de conventions. T'as des gens qui respectent les règles du jeu, t'en as d'autres qui les respectent moins. Et je peux entendre leur point de vue qui est souvent de dire oui, mais toi, ton encre, on a un recul de 4 ans. Moi, mon encre, on a un recul de 20 ans. Pour moi, les deux se tiennent. Mais par contre, moi, j'aime bien respecter les règles Oui. du jeu. Alors justement, les... Mais non! Oh, pardon, mon cœur, c'était beaucoup trop rigolo. Il était si concentré. Alors, justement, en parlant des nouvelles normes riches, touche-toi mon cœur. T'as déjà eu des soucis avec tes encres? Quelqu'un qui fait une réaction allergique? J'ai vu une réaction à d'encre il y a quelques années dans le premier studio où je travaillais, mais j'ai jamais eu le cas avec mes clientes. Donc j'avoue qu'en plus la réaction sur cette cliente, c'était une guest qui avait tatoué cette personne, donc je sais même pas quelle encre elle avait utilisée, pour le coup, parce que je n'avais pas espionné les guests du studio chez qui je travaillais. Mais c'est la seule fois où j'ai vu une réaction à de l'encre. Puis en plus, je pense sincèrement que c'était plus la dame qui avait pas fait les soins adaptés Ok. à la zone, etc. Ok. Est-ce que c'est une réaction à l'encre ou est-ce que c'est une réaction au non-soin? Ça, malheureusement, on ne pourra jamais vraiment le savoir. Bon, moi je veux commencer le tatouage. Les machines, il faut que j'en teste plusieurs. Des aiguilles, il faut que j'en teste plusieurs. Et finalement, l'encre, c'est un petit peu la même chose aussi. Moi, je pense que oui, parce que, comme dit, en fonction déjà, ça va dépendre si tu fais de la couleur ou si tu fais du noir. Si tu fais du noir ou si tu fais du noir et gris. Mhm. Si tu fais du gris couleur ou si tu fais du gris plus, on va dire, avec une dilution, en fait, tu as beaucoup de choses qui vont différer. Si tu fais de la couleur, je pense qu'on invitera un tatoueur spécialiste en couleur pour parler de ça parce qu'il sera beaucoup plus à même de nous expliquer correctement et d'avoir un vrai savoir là-dessus. Il y a plusieurs techniques de dilution. Tu as des encres, tu as des gris dilués qui vont être déjà tout préparés. Donc tu as des setups qui sont faits avec 5 nuances de gris par exemple. Et du coup, tu vas travailler avec ça et puis tu vas pouvoir travailler toujours avec les mêmes gris. Tu peux aussi créer tes propres dilutions à l'aide d'une solution que tu vas acheter sur les sites spécialisés et que tu vas faire toi-même. Donc avec ton noir, tu vas faire tes dilutions avec ce produit. C'est ce que tu fais, toi? Je fais ça, mais j'ai arrêté parce que même si au début je comptais mes gouttes, une, deux, trois, bon, c'est jamais vraiment parfait. Quand tu as un flacon avec ta dilution qui est déjà faite, tu es sûre et certaine que ton client, tu le revois dans 10 ans, tu peux lui refaire la même dilution. Donc ça, c'est un conseil supplémentaire qu'on pourrait donner. Franchement, les solutions qui sont déjà diluées, ça permet d'éviter toutes les variations que tu pourras C'est avoir. ça. Moi, je trouve que là, on a quand même la chance d'avoir ces produits-là. Quand tu as le Autant les, confort, oui, autant voilà, l'utiliser. autant les utiliser. Puis même en termes de transport, enfin, il y a aussi un côté pratique, quoi. Pour en revenir sur la machine, tu as un grip sur ta machine. C'est ça. Le grip, c'est une petite protection. Enfin, c'est une protection, oui, non. C'est quelque chose qui va te permettre de maintenir ta machine d'une meilleure manière. C'est important d'être confortable parce que, en fait, plus toi, tu vas être confortable, potentiellement, plus tu vas tenir ta séance et d'une meilleure manière. Je me souviens qu'au tout début, je disais l'important, c'est le confort du client avant le mien.
Et maintenant, je dis que l'important, c'est que nous deux, on soit sur une égalité. Parce que si moi, finalement, je suis pas confortable, et ben en fait, je vais tenir moins longtemps déjà ta séance et peut-être que je vais être moins bonne. Mais c'est pareil pour la cliente. Il faut que les deux, en fait, on soit à égalité et que les deux, on soit en confort. Mais du coup, pour être confortable, effectivement, il faut une bonne préparation. Trésor, c'était plus rassurant quand t'es à côté de moi, je me sens mieux. Tu veux pas revenir? Viens, mon amour. Vite, 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 un bisou. Tic, 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 tic. Excusez-moi, je suis un peu stressée, moi. Coucou. En plus des éléments essentiels pour tatouer, est-ce que tu as des éléments de confort que tu peux recommander? Oui, déjà je conseille d'avoir des très bonnes lampes, favorise la lumière blanche dans mon cas à moi. Pensez à prendre des coussins qui sont facilement lavables, donc super important. Tu peux souvent en trouver avec les tables de massage d'ailleurs, parce que c'est vraiment les mêmes matières que les tables de massage, du coup ça permet de les désinfecter très facilement. Le repose-bras, c'est vraiment indéniable, c'est très utile. Et les coussins que tu mets, qui effectivement servent plus pour tes clientes, je Oui, c'est ça. suppose, tu dois les filmer, tu dois mettre un film plastique Soit tu mets dessus. un film, soit on a aussi des housses spécifiques que tu vas jeter aussi, soit tu peux mettre du drap d'examen, parce que c'est pour ça qu'il faut utiliser justement ces matières qui sont spécifiques et qui sont faciles pour la désinfection, parce que si tu prends, admettons, ton petit coussin en tissu, Mhm. Ça c'est va un pas être peu, fou pour le désinfecter, quoi. c'est un peu compliqué, quoi. Ou alors, il faudrait que tu aies une machine dédiée à ça, que tu as, je sais pas combien de degrés, je sais pas, je me suis pas penchée sur le sujet, mais du coup, non. Techniquement parlant, c'est un peu compliqué. Là aussi, ça fait partie des petits tips auxquels on pense pas forcément quand on débute le tatouage, mais pensez à avoir des éléments qui sont facilement stérilisables, facilement nettoyables. C'est super important et en plus ça va être aussi un économique. Pourquoi? Parce que si tu prends ton oreiller en tissu par exemple, tu vas être obligé de le mettre dans un truc, puis dans une housse, etc. pour que on soit sûr que le textile ne touche pas la modèle. Alors que là, l'autre matière qu'on a bien nettoyée, etc. Bon, ça fait quand même moins de cellophane, moins de trucs à mettre dessus, quoi. Alors ça fait une belle transition sur la préparation de ton plan de travail. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne pour préparer? Globalement, pour avoir un poste de travail, il faut déjà avoir les bonnes techniques de base pour bien désinfecter ton matériel avant. Donc, ces techniques que tu vas apprendre notamment pendant des formations, la formation hygiène. Tu vas devoir avoir cette phase de désinfection. Toi aussi, tu as une préparation à faire aussi avant tout ça, hein, pour que toi et tes mains soyez bien stériles aussi. Préparer ton poste, mettre un champ stérile ou alors le cellophane, dépendamment de comment toi tu fonctionnes. Tu vas avoir aussi le produit que tu vas mettre dans la pipette, la protection de la pipette, la protection de ta machine à tatouer, justement nos caps stériles, l'abaissement qui va nous permettre d'avoir accès aux crèmes qu'on va utiliser sur notre client pour éviter de contaminer le pot avec nos mains, etc. Mais tout ça, on va vraiment peut-être y travailler, je pense, la prochaine fois, parce que c'est quand même assez intéressant. C'est un sujet à part entière. On va vraiment faire une vidéo qui va être dédiée à l'hygiène C'est ça, et à la sécurité finalement de tes exactement. modèles. Comment tu fais pour rien oublier? Parce que tu as quand même vachement de choses à penser. Et bah, il faut avoir été très attentif à ce que ton maître d'apprentissage a dit et bien avoir observé. Mais normalement, si tu as fait tes formations hygiène, potentiellement, bah, tu es censé être au courant de ça. Nous, c'est quand même devenu un peu des habitudes. Comme dit, il faut faire attention à ne pas prendre des mauvaises habitudes non plus. Donc, Mhm. pas hésiter des fois à se faire des petits piqûres de rappel, ça fait du bien. C'est aussi à toi de t'impliquer, de t'investir dans ces recherches pour savoir comment faire le poste de travail parfait. Quitte à avoir une checklist si Franchement, au besoin. début, let's go. Moi, je suis fan des post-it, mais je pense qu'avoir des checklists, c'est important, quoi. Au moins, on est sûr de rien oublier, et puis comme ça. C'est peut-être quelque chose qu'on proposera dans cette vidéo, du coup, qui va être une des vidéos les plus importantes parce que l'hygiène, la salubrité, c'est hyper important C'est dans ton super métier. important. Je pense même potentiellement qu'on pourrait essayer de demander à quelqu'un, celui qui m'a fait passer cette formation, de venir intervenir aussi Ouais. sur cette vidéo. Quand mes modèles arrivent, tout est déjà prêt. Par contre, j'ouvre toujours à la dernière minute l'aiguille devant elle pour qu'elle voit bien. Je vais leur proposer le choix de la crème en fonction, parce qu'il peut y avoir des allergies.
Donc ça, c'est la modèle qui va choisir. Mais toute la préparation, elle est faite avant. Mais je demande toujours au rendez-vous projet, le premier rendez-vous que je fais, est-ce que tu as des questions sur la manière dont je procède, etc. Si mes clientes me disent, bah ouais, est-ce que tu peux m'expliquer, etc. Est-ce que tu peux même me faire voir? Bah au moins, le jour du rendez-vous, je sais que soit je leur fais voir, soit je leur explique, bah, le jour du rendez-vous projet, elles me demandent, je leur dis, bon bah, ma démarche c'est ça, j'utilise tel produit que je peux montrer, et je leur explique tout. Si la cliente est demandante, avec plaisir, parce que moi je serai demandante, hein. Et donc, le petit tips que tu as donné, qui est super important, ouvrez l'aiguille à la dernière minute devant votre modèle. C'est super important, comme ça au moins elle voit, et puis c'est un petit côté rassurant et plus professionnel, quoi. Et ça coûte pas grand-chose de le faire devant. Non, je pense pas. Alors, une fois que tu as fini, maintenant, de faire ton tatouage, il va falloir que tu ranges et que tu nettoies. Combien de temps ça va te prendre, déjà, de faire ça? Plusieurs minutes, enfin ça va pas prendre 5 minutes. Et puis le petit tip, c'est de toujours sécuriser aussi le matériel. C'est-à-dire qu'une fois que tu as tatoué ton modèle et que vous êtes sûr que vous avez fini, tu sécurises au moins un truc, c'est que tes aiguilles, tu vas venir directement les mettre dans ta tasserie dure. Au moins tu es sûr, tu vois, que je sais pas, tu vas pas faire une erreur d'inattention parce que c'est un peu comme la voiture. C'est souvent en fin de parcours que tu fais des bêtises. Donc tu fasses pas une erreur d'inattention, que tu piques pas ou que la cliente fasse pas non plus d'erreur. C'est une technique qui fait qu'on va tout mettre dans nos gants en fait pour faire une petite boule et comment tout le matériel puisse être déjà mis dans la dasserie molle pour le coup. Mais le but c'est de sécuriser on va dire la zone. Pour ceux qui sont vraiment les plus néophytes, la dasserie, c'est en gros la poubelle spéciale. C'est ça. Sécurisée pour pas qu'on puisse repiocher les aiguilles derrière. C'est ça, et puis c'est des poubelles qui vont être récupérées par une entreprise spécifique qui va traiter uniquement ces déchets contaminés, entre guillemets. Des poubelles que tu retrouves chez les médecins, dans les hôpitaux, c'est des grosses poubelles jaunes. T'as quand même vu des personnes dans le milieu du tatouage qui respectent pas ces normes d'hygiène? Oh oui, mais tellement. Puis c'est souvent dans des lieux de type pendant une convention où t'as beaucoup de... Bah, t'as du public qui vient, t'as le grand public qui vient, et puis tu vois les tatoueurs qui tatouent sur un coin de leur table, avec un gant sur deux, pas de protection sur la table, qui désinfectent leurs clients avec du gel hydro, et puis en se disant que voilà, le taf est fait, qui vont tatouer, mais sans aucune protection de leur matériel, genre une machine non protégée. Ces anecdotes, on en a plein, on voit souvent, malheureusement, et c'est pour ça aussi que je réduis les conventions. C'est des endroits où on doit être encore plus précautionneux sur notre hygiène, parce qu'effectivement, bah, tu as du grand public, tu as beaucoup de mouvements, etc. Donc on est censé être plus attentif encore à tout ça. Et malheureusement, c'est là où tu vois le plus de personnes faire ça. Donc c'est très triste. On fera, alors je sais pas si ce sera sur la vidéo hygiène et salubrité ou si on fera un contenu supplémentaire, on en discutera ensemble. Mais peut-être que c'est bien d'avoir un petit contenu pour les modèles qui puissent être alertés de ça et qui puissent repérer les problèmes dans l'hygiène pour ceux qui veulent se faire tatouer, qui sachent reconnaître les salons et les tatoueurs qui sont peu recommandables à ce niveau-là. Je pense que c'est une très bonne idée. J'y avais pas pensé. Bravo. Ok, c'est bon pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Oui, merci. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres accessoires que tu peux conseiller? Je pense à un protège, un support pour ton coude, à un support pour poser ta machine. Qu'est-ce qu'il y a? Non? Super. C'est bon, j'en ai marre. J'arrête. Je m'excuse, t'as un support pour mon coude. C'est juste pour le coude. En vrai, je voulais pas rigolo, mais j'étais en train de le visualiser, mais juste un support juste pour le coude, c'est tout. Aux dimensions exactes. Genre vraiment, le problème c'est que s'il est mal, tu le décales, tu clines comme ça. Ok, donc du coup, un support coude. Allez, c'est parti. Ça serait si mignon. On va peut-être inventer ça. Ça serait comme pour un support à E, tu sais. En plus du matériel qui est vraiment essentiel, est-ce que tu as des matériels de confort pour reposer ton bras, pour poser ta machine ou etc. Tu peux avoir plein de petits matériels, effectivement, que tu as bien nommé de confort, comme un repose. Comme un repose-coude. On va le breveter.
Et oui que nous avons un repose commun. C'est comme un repose-eux. Finalement, tu vois les petites poules de ma grand-mère là? Tu fais un coup dedans. Ah non! En fait, c'est un coquetier, mais sur une perche, quoi. C'est con. Bah, voilà. J'ai Mais mal. franchement. Oh, j'ai trop mal au ventre. Ok, c'est bon.